eh bien, on peut trouver des financements ailleurs. On peut trouver des financements à la région. On peut trouver des financements au département, et vous le faites. Notamment les conseillers généraux le savent bien, même si l'époque aujourd'hui est plutôt à la baisse sur les crédits culturels, mais il faut continuer de se battre. On peut trouver de l'argent au ministère de la Culture et notamment à la Direction régionale des affaires culturelles qui prête une oreille attentive sur ces questions-là. Donc à Grasse, nous avons eu cette ambition et nous avons élaboré ce projet artistique et culturel. Pourquoi artistique et culturel ? Parce que la partie artistique vise bien sûr l'exigence artistique de qualité et la partie culturelle, eh bien, elle s'adresse à quelque chose de plus large. Parce que, comme l'a dit Christian Iacono en ouverture de son propos, c'est vrai que l'art et la culture peuvent parfois paraître élitistes ou abstraits. Eh bien, effectivement, depuis de nombreuses années, en tant que professionnel de la culture, on s'est employé à Grasse à démontrer que non, ce n'est pas élitiste, non, ce n'est pas ennuyeux, non, ce n'est pas cher, et non, ce n'est pas élitiste, ce n'est pas réservé à une élite. Alors bien sûr, une fois qu'on énonce des grandes sentences comme cela, il faut le démontrer. Alors le démontrer, c'est aussi la manière dont nous l'avons mis en œuvre sur le terrain au quotidien. Parce qu'il faut accompagner, il faut motiver, il faut mobiliser, il faut avoir une équipe de professionnels. Et en cela, les élus que vous êtes, les uns et les autres, devez faire confiance, devez choisir les bons professionnels de la culture pour agir sur le terrain. Il y a d'ailleurs à Puget-Théniers une collègue qui s'appelle Johanna, que l'on connaît bien, en qui le maire a toute confiance et qui fait un travail fantastique. Voilà. Et je la rencontre d'ailleurs aux quatre coins de France lorsqu'elle va faire son marché culturel pour trouver les meilleures pépites lorsqu'il s'agit d'amener des spectacles que nous n'avons pas dans les ressources locales, parce que nous n'avons pas toujours tout en matière d'art et de culture sur le plan local. Nous devons faire appel à des talents extérieurs aussi. Nous devons rester ouverts dans un dialogue entre le global et le local. C'était les conclusions du sommet de Rio, c'était penser globalement et agir localement. Donc, faire confiance à des professionnels de la culture, composer une équipe motivée, qui va aller sur le terrain, et surtout, la question la plus importante, c'est la question de la médiation culturelle. Alors, qu'est-ce que c'est la médiation culturelle ? Vous le savez, nous le savons, c'est la manière dont on va arriver à convaincre les gens, dont on va arriver à sensibiliser le public le plus large possible, à venir fréquenter, à venir pratiquer, à venir s'intéresser aux œuvres d'art et de culture pour que le public puisse se l'approprier. Que ce public soit du tourisme international, qui peut venir des quatre coins du monde, que le public soit un tourisme plus local ou plus régional, mais surtout que le public soit un public local. Et en cela, à Grasse, nous menons un gros travail avec d'abord les jeunes, les enfants et le milieu scolaire. Donc ce qu'il faut, c'est travailler avec l'éducation nationale pour que tout projet artistique et culturel puisse avoir une déclinaison sur le plan de l'éducation nationale qui est le premier relais, dans la mesure où, en travaillant avec les enfants, eh bien, on forme le public de demain. Effectivement, la médiation culturelle, la sensibilisation en milieu culturel est très importante, car, comme je suis en train de le dire, voilà, elle permet le lien. Car en même temps, l'art et la culture sont aussi source de lien social, même si l'art et la culture sont source de développement économique, puisque c'est aussi la question de ce soir. C'est important de savoir que ça permet de créer du lien social dans toute collectivité humaine à laquelle elle s'adresse, et ça crée aussi du lien transgénérationnel, et j'ai vu que vous êtes préoccupée, chère Anne, par cette question. Voilà, donc le projet artistique et culturel, un établissement, un équipement, une équipe de professionnels de la culture, des moyens modernes de communication, des moyens vraiment, voilà, une politique de commercialisation qui soit extrêmement réactive, parce qu'il ne s'agit pas
d'organiser une manifestation culturelle, de mettre 2-3 affiches par-ci par-là et de vendre des billets. Non, non, il faut vraiment avoir une réflexion et une action qui soit de l'ordre du marketing. Il faut vraiment que le milieu artistique et culturel s'empare des techniques de marketing qui sont en place dans l'entreprise privée, dans le monde, dans l'économie. Car aujourd'hui, nous sommes dans une région ici où l'offre artistique et culturelle est très importante. Et nous devons faire attention à ce qui se passe dans les grandes villes voisines. Vous le savez bien ici, avec notamment les Nuits du Sud. Et nous l'avons bien vu avec les 2 grands festivals de jazz que sont Nice et Juan Lépin, qui ne sont jamais arrivés à se mettre d'accord sur les dates et qui continuent de se faire concurrence. Donc là aussi, très important, avoir une politique de marketing très forte pour pouvoir exister et être lisible sur la question de comment on commercialise nos activités culturelles et artistiques. Donc effectivement, tout ce que je vous dis est vraiment frappé au coin du bon sens. C'est pas du tout de la théorie, c'est tout ce que nous avons mis en place. À Grasse, c'est réalisable. Donc c'est réalisable à Grasse comme avance. Et effectivement, ensuite, on se rend compte que ça génère une dynamique très très importante qui dépasse les frontières de la ville, qui dépasse les frontières de la région et qui a des retombées économiques fortes, puisque voilà, il y a des retombées sur l'hôtellerie, il y a des retombées sur la restauration, il y a des retombées sur le commerce qui peut vivre d'un tel projet artistique et culturel. Il y a des retombées bien au-delà des frontières des villes et des agglomérations, car aujourd'hui, avec les moyens modernes de communication, et notamment avec Internet, on peut faire passer les messages extrêmement loin. Voilà, donc il est important que le projet soit réfléchi aussi sur la question du tourisme culturel. Comment on peut amener un tourisme qui fréquente la ville de Vence à s'intéresser bien sûr à son patrimoine, vous l'avez dit, bien sûr à sa richesse artistique due à l'histoire. Permettez-moi, chère Anne et cher Christian, de citer, car on m'en parle encore dans les milieux de la musique, quand je suis à Paris, quand je suis dans d'autres grandes villes, on me parle encore du festival du Col de Vence, qui a laissé, et avec Ivry Guitlise bien sûr, qui a laissé en mémoire des moments extrêmement forts. Et donc, vous avez là déjà des outils importants dans la palette actuelle, bien sûr, sans doute encore à développer. Donc la question du tourisme culturel est tout à fait pertinente, mais elle doit se penser en conjugaison et en adéquation très forte avec les populations locales, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les jeunes, avec toutes les populations qui font la vie de la cité et de la région. Voilà, merci. Un lien demain entre Vence et Grasse, ce serait un lien culturel entre Vence et Grasse, ce serait un joli clin d'œil à nos découpages administratifs. On va maintenant aborder la partie tourisme nature. Donc Jean-Luc Béillard, vous êtes président départemental montagne et escalade. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelle mesure le sport nature pourrait accompagner l'économie vensoise ? Bonsoir à tous. Oui, donc effectivement, il faut reprendre un petit peu le cadre départemental. Dans un premier abord, ce département, il bénit les dieux. C'est un département qui se retrouve entre mer et montagne et qui a des atouts qu'aucun département n'égale. Donc la Fédération française montagne et escalade, on n'est pas uniquement basé sur l'escalade, mais également sur le canyoning. Donc je vais revenir avant après, puisque vous êtes entre les rivières, le Loup et la Cagne. Sur la montagne, sur l'escalade, sur la slackline, sur toutes ces activités que les jeunes et les moins jeunes apprécient. Et vous êtes situé, donc Vence est situé à la juste mesure, à la juste place, j'allais dire, entre une activité escalade extrêmement forte, peu connue d'ailleurs, je pense, à Vence, qui sont les Gorges du Loup. Les Gorges du Loup, c'est ce qu'on appelle nous un spot international. Vous avez des grimpeurs qui viennent du monde entier pour grimper dans les Gorges du Loup. Et vous avez de l'autre côté Saint-Janet, qui est la vieille école traditionnelle de grimpe. Il y a des représentants ici.
et des activités, des sites d'escalade qui se retrouvent un petit peu partout autour du département et à Vence en particulier. C'est tellement vrai, j'allais dire, que moi-même j'ai été amené à créer un club à Vence, puisque je suis président d'un club également à Vence, un club d'escalade et de montagne qui s'appelle Premier de Cordée, parce qu'on a ces deux volets. On a le volet donc développement à l'international et de berceau d'accueil, de mise en valeur de notre patrimoine, et on a aussi les locaux, où là on a besoin d'infrastructures. Et du fait de la position de Vence, j'ai trouvé dommage à un moment donné de regarder que les clubs comme Saint-Janet hébergeaient plus du tiers, accueillaient plus du tiers de Vensois, et qu'il n'y ait pas d'infrastructure sur Vence. Voilà. Donc, d'où l'idée de monter ce club. Et je suis très très heureux d'être ici, puisque Vence, un petit club comme Saint-Janet, c'est quand même aussi entre 150 et 200 adhérents, uniquement pour cette partie-là. Si on rajoute les activités slackline, ce soir le président de la slackline d'ailleurs du département voulait venir, il habite à Vence, il est immobilisé pour un petit accident, parce que parfois ça arrive, problème de genou, et il est à la recherche d'une salle pour héberger son activité, ils sont une centaine. Voilà. Toutes ces activités, on est un petit peu dans l'indicible, puisque c'est l'occupation de tous ces jeunes et la visibilité, puisque en permanence, notamment en hiver, on va avoir beaucoup de gens qui vont choisir donc, le sud de la France, traditionnellement, pour pouvoir pratiquer leur activité. Je pense qu'on va avoir la même chose en cyclotourisme. Alors nous, sur la fédération de comité départemental, on est 3000 environ. Le CAF, puisqu'on a deux fédérations, le club alpin français, un peu plus 6000, puisqu'ils hébergent beaucoup plus de gens qui pratiquent la randonnée. La slackline, une centaine et un millier de pratiquants environ. Et on est souvent dans l'indicible, puisque l'indicible, ça rejoint tout ce que vous disiez, c'est aujourd'hui, l'activité se passe par l'hébergement, la chaleur d'accueil, la chaleur qu'on peut ressentir en arrivant dans une ville, où on va s'y sentir bien, et ça va au-delà, puisque moi je rencontre beaucoup de gens qui, suite à ces voyages, à ces déplacements, ont choisi de vivre dans ces communes-là. Voilà. Combien de visiteurs à peu près par an sur Saint-Janet? Sur Saint-Janet, je dirais que c'est 3 à 4 000 personnes, hein, uniquement sur Saint-Janet, un petit peu plus dans les Gorges du Loup. J'ai deux exemples, puisque j'ai créé deux événementiels, un au Bourréon qui a eu lieu samedi dernier, où le Conseil Général d'ailleurs nous a fortement aidés, on avait plus de 1000 personnes, et l'échappée blanche, et les journées verticales qui ont lieu à Saint-Dalmas-Val-de-Glore, où on a 3000 personnes. Et on n'a aucun événement en moyen au pays. Et j'allais dire, c'est vraiment le juste milieu entre le miroir aux alouettes, que vous avez cité, du bord de mer, où on n'est pas tellement à la recherche de développement économique et de mise en valeur. Mais j'ai un petit pincement au cœur de non prise en considération de ces activités de marche, de randonnée, d'escalade, de canyon, de descente de rivière. Aller dans le Loup, d'ailleurs, c'est un problème, puisque personne aujourd'hui n'arrive à gérer cette activité. Il y a un problème de parking, il y a un problème de circulation, c'est dangereux pour les secours. On discute de plus en plus avec nos amis de la LPO, qui sont sur Vence, qu'on voit régulièrement, avec les chasseurs, à travers la DESI, à travers un certain nombre de structures. Et donc j'ai grand plaisir à être ici, et beaucoup d'espoir sur le développement de cette activité sur Vence. Les milliers de visiteurs qui viennent spécialement à Saint-Janet pour la grimpe, je dis la grimpe, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, la plupart ne savent même pas que Vence existe. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu quand même dommage. Et je crois en tout cas il devrait y avoir une synergie, et évidemment beaucoup plus forte, entre les communes du moyen pays, parce que nous avons le même type de visiteurs. Donc nous devrions pouvoir nous renvoyer de temps en temps les centaines de, je ne sais pas combien il y en a eu, les milliers de personnes qui sont venues à Tourette sur l'eau ce week-end pour la fête de la Violette, et qui peut-être ne sont pas venus à Vence. On va... Ah, ça devient très intime. Alors... Donc Robert Vollet, vous êtes maire de Puget-Théniers et conseiller général, et donc vous avez quelque chose à nous raconter sur le cyclotourisme. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous parler des répercussions économiques aussi qu'il y a eu sur la commune de Puget-Théniers? Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est vrai que ce soir, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour plusieurs raisons. J'ai appris le métier de boucher et charcutier chez les Chaussons. Je ne sais pas, les anciens qui connaissent. Donc
J'ai des souvenirs à Vence quand même. Voilà, et puis bien sûr, je suis venu par amitié pour Anne, et puis surtout, je viens au nom d'aucun parti. Je suis venu moi-même, je vous rassure tout de suite, et surtout parce que Anne, c'est quelqu'un qui a des valeurs, et je suis venu pour ses valeurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, défendre des valeurs, une femme, ça se mérite beaucoup, et vraiment, vous avez beaucoup de chance à Vence d'avoir une dame comme Anne. Voilà. Donc maintenant, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais vous... Je voudrais... Bien sûr, je pratique le vélo, et c'est vrai que j'ai d'autres activités. Je suis président du syndicat mixte d'élimination de déchets, vous savez, je suis le président qui a construit la belle usine au Broc, où on récupère aujourd'hui 55% de la poubelle grise, alors qu'avant ça partait dans les décharges. Vous avez vu les aléas de la presse sur les décharges de la glacière. Donc nous, on récupère, on est très vertueux, et on traite actuellement tous vos emballages de Vence sur ce site de Broc, puisque c'est quand même beaucoup plus près que d'aller à Cannes. Et ça se visite, hein. S'il y a des gens qui sont intéressés, il n'y a aucun souci, vous venez, il n'y a pas de problème. Donc moi je suis là pour vous parler de vélo. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de vélo, on est allé faire les 24 heures du Mans en vélo, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment un engouement autour du vélo, et il y a deux possibilités, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur la Côte d'Azur, hein. Aujourd'hui vous avez des pays comme l'Espagne et l'Italie qui travaillent beaucoup là-dessus. Il y a de l'opération au niveau international. Vous savez qu'il y a les Cadel Evans a gagné le Tour de France. Aujourd'hui, il y a des tas d'Australiens qui veulent venir faire du vélo ici. Bon, mais c'est sûr, la Côte d'Azur, c'est attractif. Puis ce sont des gens qui vont dépenser 3 000 € la semaine, parce que ces gens-là, ils veulent un package vélo, et c'est sûr qu'il faut qu'on travaille là-dessus au niveau des offices de tourisme, et au niveau des mairies qui initient ça. Et ces gens, ils ont un vélo qui vaut 8 000 €. Alors c'est sûr que le vélo, on ne le met pas dans un coin comme ça. Il faut qu'il y ait tout un staff qui suive. Il faut que les hôtels soient capables d'accueillir ces vélos. Il faut qu'il y ait une logistique. Ces gens-là, ils payent un masseur, ils payent un coach, un mec qui va leur faire le coach. Et ici, à Vence, on est quand même à la porte d'entrée de routes merveilleuses, de sites merveilleux. Il faut quand même reconnaître. Quand j'étais jeune, j'ai vu quelques fois le col de Vence. C'est le SGT qui organisait ça à l'époque. C'est une très très belle balade. Bon, c'est vrai qu'il y a des routes magnifiques. Donc là, il y a vraiment un potentiel à développer, mais c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul. Donc, le Candelor, il faut qu'il y ait les mairies qui s'y investissent. Le Conseil général a créé le plan vélo, donc je suis membre de ce plan vélo, c'est moi le chargé de mission qui s'occupe de ça. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire autour du vélo international. Nous, l'année dernière, sur plus jeune, on a commencé à initier ça. On a reçu des Québécois, on a reçu des Québécoises, on a reçu des Néerlandais, et c'est vrai que les gens, ils sont subjugués par le paysage. C'est vrai qu'on a la chance que le Conseil général a quand même entretenu de très belles routes de moyenne montagne. On peut faire des circuits, on est en train de faire des tas de circuits avec des opérations sur tous les petits villages de Toran, Val-de-Rouvre, tout ça. Il y a des sites magnifiques, hein. Il y a vraiment de quoi faire sur le plan international. Là, il faut vraiment y croire, mais il y a vraiment le marché. Et puis deuxièmement, ici sur Vence, il y a le marché des gens de la côte. Il y a des tas de gens qui sont sur Nice et sur la côte, qui ont une 60aine d'années et qui ont du loisir, le vélo, parce que c'est leur plaisir. Et ces gens-là, ils n'arrivent pas à sortir de Nice ou d'Antibes parce qu'il y a la circulation, il y a les feux rouges, il y a ceci, il y a cela. Et on n'est pas capable d'offrir quelque chose qui les transporte à Vence, et puis ils partent de Vence, ils sont dans la tranquillité, dans la nature et tout. Là aussi, on travaille avec le chemin de fer de Provence pour faire justement un package sur des communes avec un wagon spécifique au vélo. C'est sûr que quand on a un vélo qui est stocké comme il faut dans un minibus ou dans un car ou dans une remorque, il faut qu'il soit fixé comme il faut. Ça demande un peu de temps et ça demande une vraie logistique derrière. Mais il y a vraiment de quoi faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, sur la côte, il y a des tas de gens qui ont 60, 70 ans et qui ont la passion du vélo. Le vélo, c'est un sport magnifique parce qu'on fait le vide dans la tête, on oublie tout. Et puis on découvre des paysages, on admire les choses parce qu'on va pas si vite en voiture, on va à des vitesses lentes. Et vraiment, là-dessus, il y a de quoi faire, il faut s'en occuper. Et Vence, c'est une porte d'entrée magnifique. Il y a quoi de mieux que Vence? Il y a Grasse aussi, mais bon, Vence, c'est un coin extrêmement proche de Nice, extrêmement proche du potentiel. Il y a 30 000 personnes qui font du vélo, des gens qui ont 60-70 ans, qui ont des beaux vélos, qui se font plaisir, et puis quand ils sortent, ils se font un bon resto après. Il y a du potentiel économique derrière. Moi, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le vélo, il faut y croire. Vous savez, on est monté, l'équipe de Puget, on a fait deux années de suite les 24 heures du Mans. Il y avait quand même 1600 coureurs.
des vélos à 8 000 €, vous voyez ce que ça représente au niveau budget. Et puis les gens, ils étaient tous ravis parce que le vélo, c'est convivial, c'est des camarades, c'est des copains. Je vous assure qu'il y a vraiment de quoi faire. Enfin, moi, je suis convaincu, mais j'essaye de prêcher et de convaincre tout le monde. Il y a un potentiel fabuleux et Vence, c'est une ville d'entrée sur le col de Vence, sur Courcelles. Il y a des paysages magnifiques là-haut. Et puis vous n'avez pas beaucoup de circulation, les gens sont en sécurité. Voilà, moi je voulais vous dire que vraiment, si Anne a besoin de mes conseils, tu pourras compter sur moi, je serai à vos côtés. Donc on va justement passer à l'accueil des visiteurs avant. Donc Pascal Durand-Ville, vous avez une agence de voyage. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des freins au tourisme de groupe à Vence ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Voilà, donc je dirige une agence de voyage réceptive, c'est-à-dire que nous avons, notre vocation est d'accueillir, dans mon cas ce sont des groupes de touristes étrangers qui viennent en France, principalement donc sur la Côte d'Azur. Et ce qui me désole, pour ce qui concerne Vence, c'est que l'essentiel des touristes, des groupes de touristes que nous accueillons, ce sont des excursionnistes et non pas des personnes qui séjournent à Vence. Et en plus de ça, si on parle déjà en premier des excursionnistes, dans 9/10 des cas, ils viennent à Vence, ils vont, comme ils peuvent, déposer leurs clients à la Chapelle Mathis. Ensuite, rien ne leur indique où le car doit faire son demi-tour, donc ils font le demi-tour comme ils peuvent, ils récupèrent leurs clients, et comme ils n'ont aucun lieu pratique pour déposer leurs clients au centre de Vence, eh bien, soit avant, soit après, ils sont allés à Saint-Paul et très très peu d'entre eux viennent dans le centre de Vence, consomment au restaurant, dans les boutiques de souvenirs, dans les bars et connaissent aussi la ville. Et par contre, ceux qui viennent, ceux qu'on arrive à convaincre de s'arrêter dans la vieille ville, de consommer un restaurant, et ils nous disent « Oh mais là on est beaucoup mieux que… » Je ne vais pas citer la principale concurrente à côté, parce que là c'est une ville qui vit vraiment, et c'est pas seulement une vitrine. Voilà. Donc ça déjà pour les excursionnistes, il faut un point de dépose, pas forcément un parking car tout proche, mais au moins que le car puisse s'arrêter en sécurité, que les clients descendent, qu'ils puissent marcher sur un trottoir qui va faire plus que 50 cm de large et être bien dirigé. Voilà. Ça c'est déjà pour les excursionnistes. Et puis pour les autres, et puis pour ce qui est, je veux dire, des clientèles qui pourraient séjourner à Vence et qui le font déjà un petit peu, mais qui ne le font pas assez. Effectivement, il faut une image vraiment beaucoup plus forte de la ville sur des thématiques particulières, parce qu'on ne peut pas concurrencer la côte en termes de capacité, en termes de prix. Il faut vraiment que les gens aient une raison particulière de venir à Vence, et donc ça veut dire qu'il faut leur donner ce message-là. Et donc par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, le tourisme culturel, par exemple des séjours de personnes qui viennent avec leur professeur de peinture et qui peignent à Vence pendant une semaine ou quelques jours à partir de leur hôtel, qui peignent à Vence ou dans les environs. Et ça, on va être mieux placé à Vence pour faire des activités comme ça que dans la plupart des villes de la côte. Pour le tourisme de nature, bien entendu, avec le vélo, et je suis femme de cycliste passionnée, donc j'ai une certaine connaissance des randonnées qu'on peut faire tout autour de notre ville, en journée, en demi-journée. Je pense qu'il y a largement de quoi occuper une semaine de séjour, mais effectivement, il faut d'une part que les hébergements soient adaptés, mais c'est surtout qu'il faut porter le message, il faut que ça se sache. Et actuellement, il n'y a pas de promotion du tout de la ville sur aucun marché, en dehors de ce qui peut être fait par le département.
mais de la ville spécifiquement, il n'y a rien qui soit fait pour porter ce message-là, et les clients ne viennent pas tout seuls. Merci beaucoup à vous tous, à Marianne aussi pour nous avoir accompagnés. Merci à vous. Je voulais peut-être, si vous voulez, en quelques mots, essayer de répondre aux uns et aux autres, et de répondre aussi à travers la réflexion que nous avons menée pendant plus d'une année avec l'équipe qui m'entoure, mais aussi beaucoup plus largement avec des gens qui ne sont pas dans la liste, mais qui ont travaillé avec nous à l'élaboration de ce programme et à la réflexion. Donc, tout d'abord, sur la qualité, je crois que nous avons le devoir d'avoir à avance une exigence de qualité, à la fois, bien sûr, de propreté et d'éclairage, etc., mais une exigence de qualité environnementale au sens le plus large du terme, et notamment de qualité provençale de nos aménagements publics, de l'espace public, que ce soit dans les végétaux, que ce soit dans les matériaux, dans l'esprit d'une rue, comme je le disais tout à l'heure avec la nuit de la Résistance ou la place Maréchal Juin, mais aussi une exigence de qualité dans les bâtiments que nous autorisons, dans les constructions que nous autorisons, et qui viennent continuer à construire la ville provençale de Vence. Je ne veux plus voir de construction comme je vois en haut de l'avenue Émile-Hugues, en face d'une pizzeria bien connue, comme ce bâtiment blanc qui a émergé l'année dernière, qui ne ressemble en rien à la ville de Vence, en rien à l'architecture ni contemporaine, ni locale, ni quoi que ce soit, et qui véritablement est posé là comme une verrue à l'entrée de la ville, et il est là pour 150 ans. Et je crois que quand même, quand on est responsable politique, on est aussi responsable de ce qu'on va laisser derrière soi dans les constructions et dans l'aménagement de sa ville. Donc oui, nous voulons avoir une exigence de qualité provençale et de qualité tout court sur les aménagements de cette ville. La place Maréchal Juin, la place du Grand Jardin, les entrées de ville et les constructions et les permis de construire qui seront délivrés. Je profite de parler de permis de construire pour vous dire que c'est une parenthèse, mais comme j'ai entendu beaucoup de choses sur ce sujet ces derniers temps, je le précise. Oui, je garderai l'urbanisme et l'environnement. Personnellement, je ne le déléguerai pas. Finalement, j'ai décidé que je suis trop jalouse de ce bébé-là pour le prêter à quiconque. Voilà. Donc je garderai l'urbanisme si jamais en ville vous entendez des choses assez drôles que j'ai entendues moi. Vous pourrez le répéter autour de vous. Voilà. Donc une exigence d'aménagement, une exigence aussi environnementale, parce que nous avons un cadre naturel tout à fait extraordinaire, le plus gros massif forestier de la zone littorale, le plus beau, le plus gros massif forestier, c'est aussi le plus gros point rouge pour les sapeurs-pompiers. Et nous avons là le devoir non seulement de le protéger, mais aussi de le partager et d'y pratiquer un tourisme de qualité avec à la fois des randonnées pédestres, des randonnées équestres, et un lien entre les 4 communes qui sont sur le pourtour de ce massif, qui sont 4 communes qui quelque part se ressemblent, qui sont 4 communes provençales. Il y a Saint-Paul, il y a La Colle, il y a Tourette et il y a Vence, qui sont 4 communes bien préservées, encore jusqu'à présent, et j'espère encore davantage dans les années à venir, qui ont gardé quand même ce caractère un petit peu ville de moyen pays, et qui ne sont pas encore dans la zone littorale. Et donc nous voulons faire de ce massif de la Cine, depuis ici, de l'autre côté de cet escalier, depuis le vallon de la Rousse, un chemin qui va, et une promenade avec, à la fois pour les habitants de Vence, des équipements pour les familles, mais aussi pour aller un peu plus loin et pouvoir faire le tour. Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, quand on s'arrête, quand on vient en excursion, en promenade, quand on s'arrête, on va peut-être dormir dans une chambre d'hôte à la Colle-sur-Loup, on va déjeuner au restaurant à Tourette ou à Saint-Paul, et on découvre avec plaisir, tout doucement en marchant ou en faisant du vélo, mais moi je fais pas de vélo, alors je préfère parler de randonnée. Voilà. Et peut-être que je m'y mettrai si vraiment tu arrives à me convaincre. Et donc, nous pourrions véritablement utiliser le massif de la Cine, pas l'utiliser, le mot est horrible, mais comment dirais-je, protéger et à la fois
profiter de ce massif de la Cine pour le faire découvrir et pour le découvrir nous-mêmes. Nous aurons aussi, au niveau du plan d'Énov, au niveau aussi de nos rivières, parce que nous avons des rivières, et une ville qui a une rivière qui coule au milieu de sa ville, c'est vraiment un plus. Sauf qu'avant, personne ne sait qu'on a une rivière qui passe au milieu de la ville. Personne ne la voit, elle n'est pas entretenue. On l'avait commencé il y a des années avec les associations. Quand j'étais à l'environnement, on avait fait une grosse opération de début de nettoyage de la Lubiane. Je veux redonner la Lubiane et le Malvan au cœur de la ville, parce que je pense que ça a du sens également pour nos enfants, pour tous les gens qui ont envie de se promener. Il faut également avoir du stationnement et des parkings.